Ismène, un poème dramatique de Yanis Ritsos, enregistré en public dans la cour du musée Calvé le 18 juillet 2017, dans le cadre du Festival d'Avignon. Lecture, Isabelle Adjani et Michel Esco. Un jeune officier de la garde a demandé à être reçu au palais. Son père travaillait depuis son enfance dans les fermes et était devenu en quelque sorte l'homme de confiance de la maison. Désormais vieux et malade, il envoie son fils, avec un pot de basilic et un panier de fruits, présenter ses respects et ses adieux à la dernière représentante de la grande famille exterminée. L'autorisation est donnée. Le jeune homme apparaît, bien sanglé dans son uniforme, beau, vigoureux. Son visage respire la cordialité tout hellénique de son origine paysanne. De toute sa personne émane une visible sensualité, évidemment cultivée par ses contacts avec les gens de la ville et par le désœuvrement des casernes. Et il semble particulièrement ému, flatté et presque troublé en face de la noble dame. Il dépose un peu gauchement sur le plancher le pot et le panier, comme s'il avait fait là quelque chose d'inconvenant, et transmet le message de son père. Elle lui offre un siège en face de la fenêtre, lui pose des questions sur la santé de son père, s'enquiert du bon état des fermes. Il parle alors interminablement de la vie dans les champs, des récoltes, des arbres, des rivières, des chevaux, des vaches. Elle, bien que distraite, fait montre du plus vif intérêt pour tout et remarque ses mains puissantes, maladroites, posées sur ses genoux. La lumière, buée rosâtre, entre par la fenêtre ouverte et tourne lentement à l'orange, au mauve, au violet, à l'outre-mer. Dans le jardin, on entend chanter les oiseaux. Tout à coup, le jeune officier se tait. Le soir tombe, un silence et une attente inexplicable. C'est peut-être pourquoi elle se met à parler à son tour, comme pour remplir le vide ou pour détourner l'approche de quelque chose qu'il faudrait éviter, et pourtant d'inéluctable. Venez, de temps en temps. Cela me fera plaisir. Par ici, le temps est lent. Plus rien n'arrive ni ne part. Sinon, cette banale corruption du bois des meubles, des poutres du toit, des étages, des escaliers, des plâtres, des serrures, des rideaux, des charnières. Lente altération, une rouille sournoise, surtout sur les mains et sur les visages. Au mur, les grandes horloges se sont arrêtées. Personne ne les remonte. Et quand parfois je me mets devant, ce n'est pas pour voir l'heure, mais mon visage même, reflété sur le verre, étrangement blanc, un visage de plâtre, impassible, hors du temps, tandis que dans le fond obscur, les aiguilles arrêtées juste derrière mon image sont une lancette immobile qui n'a plus de blessure à ouvrir, qui n'a plus rien à m'enlever. Peur ou espoir, attente ou anxiété. Ce ralentissement multiplie la distance entre moi-même et moi, entre un geste et l'autre, entre un souvenir et l'autre. C'est un moi entier qu'il faudrait pour passer d'une chambre à l'autre. Une sorte de brouillard vague se tient entre toutes choses. Souvent, les matins d'hiver, je suis là, derrière les vitres, et je regarde la distance comme une amie. Dans le fond, il arrive que quelqu'un passe, vaporeux, une tache sans visage, sans chair, et l'on n'essaie même pas de la distinguer vraiment, et l'on ne se soucie pas non plus de savoir où elle va, ici ou là, cela revient au même. Cette belle incertitude est la seule réalité,
Elle fait de moi une étrangère lointaine, presque invulnérable, comme cette tache dans la brume. J'aime cette légèreté. Et en même temps, j'en ai peur. Si j'enlevais ces bracelets, si je dénouais mes cheveux la nuit, si je dénouais les lacets de mes sandales, ou si j'enlevais seulement ces lourds colliers qui me serrent la gorge comme les anneaux d'une chaîne, je crois que je m'en irais vers le haut. Je me volatiliserais. Je ne voudrais pas. C'est sans doute pour cela que je les porte. À leur façon, ils me retiennent, même si souvent ils me gênent. Je les porte, mais dans mon sommeil, je me sens comme un chien que j'aurais moi-même attaché à une porte tombée. Un fossé de silence, comme vous avez dit, entoure cette maison. Respectable ou non, quelle importance? Quelque part, ici, au fond de moi peut-être, il y a un long couloir étranglé, sans lucarne, sans lanterne, sans porte. Il ne mène nulle part. Il sent la planche pourrie, la poussière, le moisi, les cafards. Le temps révolu. Des hommes passent sans rien dire, en portant des chaises brisées, de grands caissons de bois, des tableaux, des miroirs très anciens. Bien sûr, un peu de feu dans la cheminée l'hiver représente quelque chose. J'ai toujours aimé voir danser les flammes. Leurs mouvements sont si faciles. Anges incorporels de toutes les couleurs. Leurs ombres sur le plafond, sur les murs. L'ombre du grand métier à tisser ou du débidoir. L'ombre d'une guitare accrochée au pilier. Et par-dessus tout, si les corps sont nus, les ombres agrandies des membres sur leur propre corps, comme un autre corps plus sombre et plus rouge. L'ombre de la poitrine, au-dessous de la poitrine, avec le bout du sein souligné. L'ombre de la bouche dans la bouche. L'ombre de la bouche dans la bouche. Cette terrible certitude physique, cette délicieuse aversion lorsque les membres se redressent pour en définitive fléchir dans un profond recueillement qui n'est pas de l'humiliation. Céder, je pense, est la mesure de la grandeur. Ceux que la peur retient toujours n'ont pas la force, ma sœur par exemple, de s'incliner. Et ils restent crispés sur les cimes glacées de leur propre impuissance. D'où vient leur orgueil alors? Où est leur vertu? Mais ma sœur croyait tout régler avec ses « il faut » et ses « il ne faut pas ». On aurait dit qu'elle annonçait cette religion future qui sépara le monde en deux, en ici et en au-delà, qui sépara le corps de l'homme en deux, répudiant tout ce qui était au-dessous de la ceinture. J'avais pitié d'elle, c'est vrai. Pour un peu, elle m'aurait fait du mal à moi aussi. S'ils ont tant célébré sa gloire, c'est parce qu'elle leur évitait d'avoir à agir eux-mêmes. Sur son visage, ils honoraient leur propre résistance vaincue, ils se pardonnèrent à eux-mêmes, se déclarèrent innocents et se tinrent ainsi tranquilles. Si elle avait vécu, oh, sûrement il l'aurait haï. Sa seule idée, c'était mourir. Et maintenant, je dis, sachant qu'il n'y avait pas moyen de l'en empêcher, plutôt que d'accepter la mort, jour après jour, telle qu'elle est, pour prix d'une vieillesse ingrate et stérile, elle préféra aller à sa rencontre, la provoquer même, au nom d'une grandeur d'âme insolente et trompeuse, en faisant de la peur qu'elle avait d'elle-même et de vivre en héroïsme, en déguisant sa propre mort, inéluctable, en une immortalité facile, oui, facile, malgré tout son aveuglant éclat. Comment a-t-elle pu le supporter, mon Dieu? Elle qu'un rien faisait se mettre en colère tant elle avait peur. Elle était toujours terrorisée devant la nourriture, devant la lumière, devant les couleurs, devant l'eau fraîche et nue. Jamais elle ne laissa Aymon lui toucher la main, toujours blottie dans un coin,
comme si elle n'avait rien voulu perdre, repliée sur elle-même, les mains plongées dans ses manches, le dos collé au mur, les sourcils froncés. Elle était la première à accourir, Dès qu'un malheur arrivait, ressentant de la fierté peut-être pour son malheur à elle. Mais quel malheur! jamais elle ne porta de bijoux. Même sa bague de fiançailles, elle l'avait enfouie dans un coffre, promenant au milieu de nos jeunes rires sa sombre arrogance, brandissant son regard maussade au-dessus de notre insouciance, comme une épée prestigieuse et vaine. Et si parfois on la voyait aider à table, à porter une assiette, une cruche, on aurait dit qu'elle tenait dans ses paumes une tête de mort qu'elle plaçait entre les amphores. Personne ne s'enivrait plus. Ma sœur, c'est comme si elle avait eu honte d'être une femme. C'était peut-être cela, son malheur. C'est peut-être pour cela qu'elle est morte. Chacun de nous voudrait sans doute être autre chose que ce qu'il est. L'un le supporte plus ou moins bien et l'autre pas du tout. La destinée, comme on dit, nous retient prisonniers dans le cercle de l'impossible et nous tournons autour du puits au fond duquel reste enfermé, énigme sombre et insoluble, notre visage. Ma sœur, elle, refusait tout conseil, toute concession, inflexible et désespérée. Un été, cependant, alors que tous dormaient et que je descendais les pieds nus l'escalier, je la vis devant le cellier de la salle à manger. Une écuelle de résinée à ses pieds, en train de manger à grande cuillerée du pain trempé. Je me retirai aussitôt. On n'entendit plus, soudain, que le chant des cigales dans le jardin. Elle ne m'avait pas vue. Jamais je ne lui ai dit. Elle n'en sut rien. J'avais beaucoup de pitié pour elle, car elle aussi avait faim et elle le savait. Peut-être même avait-elle besoin d'aimer. Elle ne supportait pas l'idée d'avoir à s'incliner devant son propre désir, qui n'était pas évidemment son œuvre à elle. Il ne dépendait d'elle en rien. La mort seulement. Non. Seule l'heure et la façon d'en finir pouvaient être choisies. Et c'est un fait. Elle les choisit. Et son sans amis, sans personne pour me pleurer, et surtout sans avoir connu d'homme, fut son véritable aveu, sa première belle humilité, sa seule générosité de femme, sa dernière et son unique sincérité, comme pour justifier en quelque sorte son amère présomption. Cela l'a pardonné à mes yeux. Et cette autre fois, quand on a voulu ouvrir la terrine et que nous l'avons trouvée à moitié vide, tous la regardaient étonnés. Cette rougeur qui lui vint aux joues, moi, je regardais ailleurs. Aux fenêtres, le jour était d'une blancheur éclatante et pénible, au point que je souhaitais, du fond de moi-même, l'aveuglement de tous, surtout. Quelques roses bêtes pointaient du jardin jusqu'au rebord de la fenêtre, et je sentis pour la première fois que la mort n'était pas noire, mais blanche. On ne peut s'en cacher. 2 servantes furent punies pour ce larcin. Je suis sûre que dès ce moment, elle avait décidé de mourir. Elle n'attendait que l'occasion. La malheureuse fille avait peur de la chair et peur du péché. Quel péché? Est-ce donc un péché que de vivre en accord avec son désir? Jamais ma sœur n'avait été aussi belle que morte. Moi seule lui fardais les joues, ostensiblement. Peut-être me rappelais-je
comme elle avait rougi devant la terrine dans la salle à manger. Puis, je lui mis du rouge à lèvres et du noir à ses yeux immenses, avec du bouchon brûlé. Elle ne se maquillait jamais. Je lui mis aussi un collier à 5 rangs pour cacher les marques affreuses de sa gorge, de jolies boucles d'oreilles avec leurs 2 petits amours nus, des bagues, des bracelets et une large agrafe d'or à sa ceinture. Ainsi maquillée, ainsi parée, elle offrait une étrange ressemblance avec moi. Comme elle ressemble à Ismène, dit tout bas une petite fille. Maintenant, elle avait renoncé à ses décisions terribles, à ses lignes de conduite morale, à tous ses préjugés et ses ambitions masculines idiotes. Morte, elle était enfin devenue femme. Et à côté d'elle, son fiancé, nu. Comment se fait-il que nous puissions, avec une telle précision dans la mort, juger de la beauté du corps? Peut-être étaient-ce qu'embaumer les fleurs d'oranger dont on les avait recouverts? Et cette jeunesse en âge d'aimer, cette jeunesse dans sa plénitude, sans protection, imprenable. Personne ou presque ne remarqua le corps d'Eurydice. Les morts, vous savez, prennent toujours beaucoup de place. Aussi petits et insignifiants soient-ils, ils grandissent d'un coup et remplissent toute la maison. Parfois, je m'arrête devant un miroir et je me peigne les cheveux. La glace entière est pleine de leur corps. Ce n'est qu'au-dessous de leur aisselle, quand ils ouvrent leurs bras énormes, comme pour m'empêcher de passer, que j'aperçois par instant rejeté dans un coin un petit morceau de mon visage, ou l'un de mes 2 yeux, comme si j'étais borgne. Sur les marches de l'escalier, tous les matins, je retrouvais les empreintes poussiéreuses de leurs pieds nus et agrandis. C'était difficile de monter ou de descendre sans leur marcher dessus. Jusqu'à ce qu'un jour, j'entende notre nouveau jardinier monter 4 à 4 les escaliers. Madame, les œillets ont fleuri, criait-il hors d'haleine. On aurait presque dit qu'il allait pleurer. Ses cheveux dégoûtaient, fraîchement mouillés. Et en effet, les œillets avaient fleuri. Le jet d'eau était là, un peu plus loin. Nous sortîmes les cages des canaris sur le banc du jardin, lavâmes leurs petites soucoupes, leur mîmes de l'eau fraîche et du chènevis, et déjeunâmes sous les arbres. Il commençait à faire chaud. Je mis un œillet dans mes cheveux. Le pain avait un goût de vivre. Peut-être ces œillets avaient-ils été envoyés par votre père? Il savait combien j'aimais les fleurs. Quand il allait à la ville, il me ramenait toujours dans son mouchoir avec un peu de terre humide, des bulbes de cyclamènes sauvages. C'est lui qui m'aidait à les planter. Je crois qu'ils fleurissent encore dans le haut du jardin. Si vous voulez, nous pourrons une fois aller les voir. Dites-lui bien que je me souviens toujours de lui. Rien n'a changé au fond de moi. Non, rien. C'est d'ailleurs là ce qui est triste, au moment où tout change en dehors et autour de nous. Les maisons et les voitures, les visages, les mains, les armes, et les façons de se coiffer, de s'habiller, jusqu'au chapeau que nous portions. Remerciez votre père, de ma part,
pour ces magnifiques cadeaux qu'il me fait aujourd'hui. J'espère que son mal ne sera pas grave. Jamais la peur ne m'a quitté qu'il ne m'assoie un jour sur le trône. Il faut avoir quelque chose à fuir pour rechercher les honneurs. Soi-même, ou plus encore les hommes et la vie. Je n'aurais pas du tout aimé être célèbre, n'avoir plus d'ombre, et ne serait-ce qu'un endroit, quelque part, où rester seul, pouvoir lentement retirer mes sandales et jouer, que sais-je, avec les clés de mes tiroirs d'une main insouciante que je laisserais pendre en dehors de mon lit. Autant donc ne pas commander et ne pas être commandé. Est-ce si impossible? C'est bien assez de tout ce qui nous scelle dès avant notre naissance, c'est bien assez de la mort qui nous guette. Avec elle, au moins, on se familiarise, dirons-nous. Et ce qui se passe entre les deux perd de son acuité. Le corps se relâche. Les cheveux, les fenêtres, les yeux perdent de leur couleur. La paume se dessert dans laquelle on avait placé une grande pièce d'or bien dure, et toute notre vie n'a été qu'une crispation pour conserver cette pièce de monnaie, la peur de la laisser échapper, de la perdre. L'un de nos bras devenait inutile. La moitié de notre vie, toute notre vie, devenait inutile. Maintenant, la main s'est desserrée toute seule, délivrée. La pièce de monnaie est tombée. On nous l'a prise. Il ne reste plus dans la paume que la profonde marque de cet effort interminable. La chair s'est détendue, apaisée. Tu peux désormais remuer librement tes deux mains. Tu peux désormais remuer librement tes deux mains. Tu peux marcher et remuer sans crainte tes mains, vides, dans le vide. Une nage lente et légère dans une merveilleuse gratuité jusqu'à ce qu'il te mette une autre pièce de monnaie, de bronze, entre les dents. Mais à quoi bon mentir? Comme disait aussi votre père, dans ce corps amolli que je dis, une chose demeure intacte, dure, opiniâtre, c'est le désir et ce sentiment d'un injustifiable retard. Et cela n'est pas concevable. Souvent, les femmes, à de tels moments, prennent les statues dans leurs bras, les embrassent sur leur bouche de pierre. Elles rêvent qu'elles passent la nuit avec elles. S'il vous est arrivé jamais de voir les lèvres des statues humides, c'est de la salive des femmes délaissées. La mémoire, bien sûr, est une sorte de refuge. Et pourtant, elle aussi s'épuise. Il lui faut de nouvelles représentations, ne serait-ce que de hasard, ou même étrangères. Moi, j'ai choisi cette fenêtre. Quand je me penche ici, moitié dedans, moitié dehors, je regarde, je me souviens. Rien ne me appartient. Tout est calme. Je recommence à observer les arbres, les oiseaux, les couleurs, les pieds lourds des chasseurs qui reviennent avec le soir, et je suis libre. Ils ont quelque chose à me dire, à me confier. Parfois, j'ai honte de cette nouvelle tendresse, presque cette nouvelle enfance qui s'installe sans que je le veuille au bord de mes lèvres, à peu près comme une hirondelle qui fait son nid dans un toit effondré. Étrange tout de même, comme le bruit s'est apaisé, on ne pouvait plus rien entendre, comme il s'est éteint dans le loin. Je suis donc moi. Étais-je moi?
Il y avait alors des gens qui montaient, descendaient. L'un glissait quelque chose à l'oreille de l'autre, de petits gestes spasmodiques, politiciens, militaires, diplomates. Ah, quels gens exécrables, mon Dieu! Comme appris par cœur et numérotés, copiés les uns sur les autres. On ne savait plus ni le mois, ni l'heure, ni l'année. Guerre, révolution, contre-révolution, combien de fois ce fut la même chose? La cendre vole sur les places, restée des feux qui s'allumèrent pour les grandes fêtes ou pour les morts, la même cendre. Quelquefois, on brûlait aussi ceux qui, la veille encore, méritaient le nom de héros. Les feuilles de laurier ne voulaient plus rien dire. Hors des murs de la ville, les morts étaient légion. J'ai toujours été curieuse des morts. Non pas pour s'essayer à apprivoiser la mort, ni pour m'y habituer. Parfois, j'échappais à la surveillance de ma mère et de mes précepteurs. Je grimpais jusqu'à la forteresse. Je regardais par les meurtrières. Ils transportaient les morts dans des brouettes, sur des brancards, sur des échelles. D'autres restaient couchés en bas dans la plaine, dans des attitudes splendides, calmes, jeunes et beaux, à côté de leurs chevaux tués sous eux. Je les voyais sans, en moi, la moindre tristesse, beaux, voués à l'amour, jusqu'à ce que viennent nos morts à nous. Et alors, nous avons grandi. Je vis ma sœur à l'aube, dans la cour, marquée par le destin, blême. Ses mains, sa robe, ses cheveux tout couverts de terre. La bise matinale nous transperçait, nous tremblions. Le jour descendait, immensément blanc, criblé de corbeaux noirs. Mais pourquoi tout cela, mon Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Le reste, vous le savez. Il n'est rien resté. Seulement le sphinx de pierre, indifférent, est toujours là, sur son rocher, à l'entrée des portes de Thèbes. Il ne pose plus de questions. Le vain bruit s'est épuisé. Le temps s'est vidé. Un dimanche à n'en plus finir avec les fenêtres fermées. Incroyable. Comme les soirs d'été, on arrose encore les jardins. Un fossé de silence, comme vous avez dit. Regardez, la lune vient d'apparaître. On entend aussi dehors le jet d'eau. Vous ne l'entendez pas? Vos mains sont belles, avec les cales du travail de la terre. J'espère que vous n'allez pas rester dans l'armée. Quand vous aurez fini votre service, retournez à la ferme, auprès de votre père. Vous voyez cette porte, ici. Elle conduit à mes appartements. Le couloir qui donne plein sud n'est jamais gardé. Frappez cette fois. À minuit, je vous ouvrirai. Allez. La nuit est belle. Et prenez garde à l'escalier. Il fait sombre. Elle rentre dans son appartement. Tandis que dans l'escalier, on entend encore les pas du jeune officier qui s'éloigne. Elle cherche à tâtons des allumettes dans la table de nuit, allume les 3 bougies du chandelier, frappe au disque de métal. La nourrice apparaît. « Je ne dînerai pas ce soir, dit-elle, je n'aurai pas besoin de toi. Tu peux aller te coucher, attends. Apporte-moi un verre d'eau. » Et remonte cette horloge dans le salon. Nous l'avions oubliée.
Prends aussi cette corbeille avec les fruits. La plante, tu la mettras à la fenêtre. La servante apporta l'eau et s'en alla. De nouveau, le silence. Elle ferme ses deux portes à clé. On entend maintenant l'horloge à côté. 9 heures. 9h15. 10 heures. 10h30. Devant le miroir, elle se démaquille, se déshabille. 11 heures. Elle enlève les colliers. 11h15. Elle saisit le chandelier dans sa main gauche, s'approche du miroir. Expression de nausée sur le visage immobile. 11h30. Elle commence à se maquiller. Met une robe rouge, remet ses bijoux, s'allonge sur le fauteuil de velours rouge, en face du miroir. Elle ferme les yeux. Minuit. 7 coups discrets à la porte. Silence. De nouveau, 7 coups, plus fort. Silence. Et de nouveau, les coups. Puis, plus rien. Un long silence. Le verre brille, elle se lève, s'approche du miroir, recommence à se maquiller, blanche comme du plâtre. Les yeux immenses, très noirs. Un masque de plâtre. Elle se change, revêt une robe de sa sœur, étroite, tombant en droit, plissée, de couleur marron. Elle met une ceinture avec une large agrafe, ouvre le tiroir de la commode, prend quelque chose, le dos tourné au chandelier et au miroir, elle boit l'eau, à petites gorgées, irrégulières, comme si elle prenait des aspirines. Elle s'allonge sur le lit, tout habillée, avec ses sandales, immobile, tranquille. Elle ferme les yeux. Elle sourit. A-t-elle dormi? Dans la pièce à côté, on entend l'horloge. Roma, un dialogue de Marguerite Duras. Tout aurait été faux. Je ne sais pas bien. Rien ne l'aurait été non plus, peut-être. Nous ne pouvons plus le savoir. Il serait déjà trop tard. Peut-être. D'un retard d'avant le commencement. C'est l'Italie. C'est Rome. C'est un hall d'hôtel. C'est le soir. C'est la Piazza Navona. Le hall de l'hôtel est vide, excepté sur la terrasse, une femme assise dans un fauteuil. Les garçons portent des plateaux, ils vont servir les clients de la terrasse. Ils reviennent, disparaissent dans le fond du hall, reviennent. La femme s'est endormie. Un homme arrive. C'est aussi un client de l'hôtel. Il s'arrête. Il regarde la femme qui dort. Il s'assied. Il cesse de la regarder. La femme se réveille. L'homme lui parle dans la timidité. Je vous dérange? La femme ne répond pas.
Je suis un client de l'hôtel. Je vous vois chaque jour traverser le hall et vous asseoir là. Quelquefois, vous vous endormez. Et je vous regarde. Et vous le savez. Silence. Elle le regarde. Il se regarde. Elle se tait. Il demande. Vous avez fini l'image ? Oui. Le dialogue était donc fait. Oui. Il y en avait déjà un. Je l'avais écrit avant de faire l'image. Il ne se regarde pas. Le trouble devient visible. Il dit à voix basse, le film commencerait ici, maintenant, à cette heure-ci, de la disparition de la lumière. Non, le film a déjà commencé ici, avec votre question sur l'image. Temps. Le trouble grandit. Comment ? Avec votre seule question sur l'image, là, à l'instant, le film ancien a disparu de ma vie. Temps. Lenteur. Après, vous ne savez pas. Non. Rien. Vous non plus. C'est vrai. Rien. Et vous ? Moi, je ne savais rien avant cet instant. Il se tourne vers la Piazza Navona. Elle dit « Moi, je n'ai jamais su. On a filmé les fontaines le 27 avril 1982 à 11h du soir. Vous n'étiez pas encore arrivé à l'hôtel. » Il regarde la fontaine. On dirait qu'il a plu. On le croit tous les soirs, mais il ne pleut pas. Il ne pleuvait pas à Rome ces jours-ci. Les enfants sont pieds nus. Je les regarde tous les soirs. Temps. Elle dit « J'ai peur que Rome ait existé. » Rome a existé. Vous êtes sûr ? Silence. Elle dit à voix basse, « Je ne sais pas quoi est cette peur, ce qu'elle est d'autre que ce qu'on en voit dans les yeux de ces femmes des stèles de la Via Appia. On n'en voit que ce qu'elle montre d'elle, que ce qu'elle nous cache d'elle en se montrant à nous. Où elle nous mène, vers quelle nuit. Même cette illusion de la clarté réfléchie des pierres blanches, parfaite, régulière, on en doute encore, non ? Vous avez comme une peur du visible des choses. J'ai peur, comme si de Rome j'étais atteinte. De perfection ? Non, de ces crimes. Temps long, regard. Puis il baisse les yeux. Il dit « Quelle est cette pensée constante qui vous fait si pâle, qui vous fait parfois vous enfermer sur cette terrasse à attendre le jour ? Vous saviez que je dormais mal. Oui. Je dormais mal. Comme vous. Déjà, vous voyez. Ici, on pourrait parler aussi d'un amour célébré ? Je ne sais pas bien, oui, sans doute. Qui aurait-elle été, celle de cet amour-là ? Je dirais, par exemple, une reine de désert. Dans l'histoire officielle, c'est ce qu'elle est, la reine de la Samarie. Et celui qui aurait gagné la guerre de la Samarie ? Celui qui aurait répondu ? Un général des légions romaines, le chef de l'Empire.
crois que vous avez raison. Silence. Plus lourd. Tout Rome connaissait l'histoire de la guerre. Oui. Rome ne connaissait l'histoire qu'à travers celle des guerres. Et ici, la difficulté qu'aurait connue l'amour aurait été justement liée à cette publicité faite à la guerre par l'amour d'elle, la reine de la Samarie. Oui. Cet amour était grand. Comment l'a-t-on su? De la même façon qu'on savait le chiffre des morts, celui dit à voix basse le soir, on savait le chiffre des prisonniers. On l'aurait su de même dans le cas de la paix, du fait même qu'il l'avait faite captive au lieu de la tuer. On l'aurait su de même. Oui. Au milieu de ces milliers de morts, cette jeune femme de la Samarie, reine des Juifs, reine d'un désert dont Rome n'a que faire, ramenée avec de tels égards à Rome, comment ne pas deviner le scandale de la passion? Tout Rome dévorait les nouvelles de cet amour chaque soir, chaque nuit, les moindres d'entre elles. La couleur de sa robe, la couleur de ses yeux derrière les fenêtres de la prison, ses pleurs, le bruit de ses sanglots. Cet amour est-il plus grand que ne le dit l'histoire? Plus grand, oui. Vous le saviez? Oui. Plus grand qu'il ne l'aurait voulu lui, le destructeur du temple. Oui. Plus grand. Plus ignoré aussi. Mais attendez, je crois que lui, il ne savait pas qu'il l'aimait. Du moment qu'il n'en avait pas le droit, il ne le croyait pas, vous comprenez? Je me souviens de ça, de quelque chose comme ça, cette ignorance dans laquelle il était de l'aimer. Sauf, peut-être, lorsqu'il l'avait à sa merci dans les chambres des palais, une fois les gardes endormis. On dit vers la fin de la nuit. Oui. Sauf peut-être ça, on ne sait pas. Vous aviez parlé d'un amour actuel dans ce film? Je ne sais plus. J'ai parlé d'un amour vivant, il me semble, mais seulement de ça. De quelle façon Rome aurait-elle été concernée? Du fait même que ce dialogue aurait été fait à Rome. Ce sont ces dialogues autour de cet amour qui, au cours des siècles, ont recouvert Rome d'une nappe de fraîcheur. C'est à l'endroit du corps massif et mort de son histoire que les amants auraient enfin pleuré de leur histoire, de leur amour. Sur quoi aurait-il pleuré? Sur eux-mêmes, réunis par la séparation même. Ils auraient enfin pleuré. Vous parlez des amants du temple. Sans doute, oui. Je ne sais pas de qui je parle. Aussi bien, je parle de ceux-là, oui. Ils ne se regardent plus. Pas un mot n'est resté des amants du temple. Pas une confidence. Pas une image, n'est-ce pas? Elle ne parlait pas le romain. Il ne parlait pas la langue de la Samarie. C'est dans cet enfer de silence que le désir est venu. Il a été souverain, sans appel. Et puis, il s'est éteint. On a dit qu'il s'agissait d'un amour bestial, cruel. Moi, je crois, oui, qu'il s'agissait de cela, d'un amour bestial, cruel, je le crois. Comme s'il s'agissait de l'amour même. Le Sénat se renseigne et il le relaie, lui, le chef romain, dans cette corvée de lui apprendre sa décision de l'abandonner. C'est lui qui le lui annonce. Oui. C'est le soir. C'est très rapide. Il vient,
dans ses appartements et dans une brutalité inouïe, il lui annonce que le bateau viendra vite. Dans quelques jours, il lui dit, elle sera ramenée à Césarée. Il dit qu'il ne peut pas faire autrement que de lui rendre sa liberté. On aurait dit qu'il avait pleuré. Pour qu'elle vive. Il dit aussi, il lui faut s'éloigner de lui. Il dit aussi qu'il ne la reverra jamais. Elle ne comprend pas le roman. Non. Mais elle voit qu'il pleure. Elle pleure parce qu'il pleure. De quoi elle pleure? Il ne le sait pas. Elle devait mourir. Mais non. Elle va vivre encore. Elle vit. Elle ne meurt pas. Elle meurt plus tard de ce leurre d'être à la fois la captive d'un homme et de l'aimer. Mais aussi, elle en vit jusqu'à la fin des temps. Elle vit de savoir, de connaître que l'amour est encore là, entier, même fracassé, qu'il est encore une douleur de tous les instants, mais cependant encore là, présent, entier, toujours plus fort. Et elle en meurt. Elle pleure. Oui, elle pleure. D'abord, elle croit pleurer sur son royaume saccagé, sur le vide effrayant qui l'attend. Elle reste en vie parce qu'elle pleure. C'est un de ses pleurs qui la nourrit. C'est d'une connaissance aveuglée de larmes qu'elle dit aimer cet homme de Rome. La capture d'elle par lui aurait-elle été la cause de sa passion pour lui? Oui. Je dirais plutôt la découverte de ce charme violent de lui appartenir. Vous croyez que lui, capturé par ses armées à elle, aurait été dans ce cas de l'aimer de passion? Je ne le crois pas. Non. Regardez-la. Elle. Fermez les yeux. Vous voyez cet abandon. Oui, je le vois. Elle se livre d'elle-même au sort qui se propose. Elle veut bien être une reine. Elle veut bien être une captive. C'est selon ce que lui désire qu'elle soit. D'où lui vient ce génie en elle caché? Peut-être de sa fonction royale, peut-être aussi d'une disposition qu'elle a, commune avec les femmes des évangiles, celles des vallées de Jérusalem, de pressentir la mort. Comment a-t-il pu, à ce point, ignorer son désespoir? En le décidant, je crois. Vous savez, il n'y a rien dont il croit ne pas pouvoir disposer au nom de ce royaume. Derrière lui, depuis toujours, il y a la garde noire. Oui. Il ne la voit pas. Il ne voit plus rien. Il ne voit pas l'histoire qu'il vit. Ce qui reste en lui de la lande noire s'efface pour toujours au sortir de la chambre. La lande noire. Oui. Où était-elle? Partout, il me semble, dans les plaines côtières des pays du Nord les plus lointains. Il souffre? Il ne pleure pas. On ne sait pas, non. La nuit, il crie, la nuit. Comme lorsqu'enfant, il avait peur. Je vous en supplie,
accordez-lui une certaine douleur. Souvent, la douleur est insupportable lorsque de nuit il se réveille, la sachant là encore et encore pour un temps si court. Celui qui les sépare de la venue du bateau qui doit la ramener à Césarée. À ce moment de l'histoire, on ne voit plus que l'interminable ressassement de la phrase du prince. Un jour, un matin, un bateau viendra qui vous ramènera à Césarée, votre règne. Césaréa. Silence. C'est après, à ce moment-là de l'histoire, que je le vois très clairement sortir de la chambre, frappé de mort. Après, je ne vois plus rien. silence. On aurait pu parler, vous et moi, de ce qui serait arrivé après, quand il lui aurait dit que le bateau allait venir pour la prendre. On aurait pu parler aussi de ce qui serait arrivé si le Sénat ne l'avait pas renvoyée, comment elle serait morte, seule, sur la paille, dans cette aile d'un palais romain, une certaine nuit. On aurait pu parler aussi de cette interminable mort, mais aussi de cet amour à Césarée, quand il l'avait découverte. Elle a 20 ans, il l'emporte pour l'épouser, pour toujours. Il ne sait pas que c'est pour la tuer. L'épouser, il dit. Il ne sait pas encore que c'est pour la tuer. On aurait pu parler aussi de la découverte, après des siècles, dans la poussière des ruines de Rome, d'un squelette de femme. L'ossature avait dit qui c'était, et quand cela avait été retrouvé, et où. Comment éviter de la voir, elle, cette reine si jeune encore, 2000 ans après, grande, morte, elle est encore grande. Oui, les seins sont droits, ils sont beaux, ils sont nus sous la toile pénitentiaire. Les jambes, les pieds, la marche, le déhanchement léger qui atteint tout le corps. Vous vous souvenez ? Le corps a dû traverser les déserts, les guerres, la chaleur romaine et celle des déserts, la puanteur des galères, de l'exil. Et puis, on ne sait plus. Elle est haute encore, elle est grande, mince, maigre, de la maigreur de la mort même. Elle est devenue. Les cheveux sont du noir d'un oiseau noir. Le vert des yeux est mêlé à la poussière noire de l'Orient. Les yeux sont-ils déjà noyés par la mort? Non. Ses yeux sont encore noyés dans les larmes de sa jeunesse maintenant ancienne. La peau du corps est maintenant séparée du corps, du squelette. La peau est sombre, transparente, fine comme la soie, fragile. Elle est devenue comme le sable des sources, morte, est redevenue la reine de Césarée. Cette femme ordinaire, la reine de Samarie. Les lumières s'éteignent dans le hall de l'hôtel.
Au dehors, l'obscurité a augmenté. Les fontaines de la Piazza Navona ont cessé de couler. L'homme aurait dit qu'il l'avait aimée dès qu'il l'avait vue allongée sur la terrasse de l'hôtel. Et puis, le jour est venu. Il avait dit aussi qu'elle s'était endormie devant lui et qu'il avait eu peur. Que c'était là qu'il s'était éloigné d'elle. À cause de cette peur de nature indéfinie qui s'était répandue sur son corps et sur ses yeux. Vous venez d'écouter Ismène, un poème dramatique de Yanis Ritsos, suivi de Roma, un dialogue de Marguerite Duras. Lecture, Isabelle Adjani et Michel Esco. Collaboratrice artistique, Valérie Six. Réalisation, Alexandre Planck. Une émission enregistrée en public dans la cour du musée Calvé le 18 juillet 2017, dans le cadre du Festival d'Avignon. Prise de son, Benjamin Perru et Pierre Henry. Montage et mixage, Manon Houssin. Sonorisation, Tanguy Lecorneau. Chargé de production, Sandrine Bréchot. Coordination, Virginie Noël et Chloé Mauduit. Assistante à la réalisation, Clémence Grosse. Ismène, de Yanis Ritsos, traduit du grec par Dominique Grandmont et publié aux éditions Gallimard. Roma, de Marguerite Duras, est également publié aux éditions Gallimard.